في بنادم في بلاده محقول، لا حق الضايع يجري مقهور، فرطته يطير يحرق ماشي للنور، ناس أحلى ما بدأت تفت في البابور. Et comment on va travailler sur notre place, sur la valorisation de notre identité, de notre partage. Quels sont les projets éducatifs qu'on va mettre en place dans les 10 ans. Voilà, merci. Vous avez dit un certain nombre de choses qui sont très importantes. La plus importante pour moi, c'est celle dont vous avez parlé, qui tient à l'idée de confiance en soi, au niveau individuel et aussi au niveau collectif. Pourquoi est-ce qu'elle est importante cette confiance, cette sérénité dans le parcours? Parce que aujourd'hui, il y a une victime qu'on n'a pas dans les statistiques. C'est la victime silencieuse de l'islamophobie. C'est cette jeune femme musulmane qui ne fera jamais d'études parce qu'elle se dit à quoi bon faire des études si c'est pour être discriminée. C'est celle qui va renoncer à ses rêves, qui va renoncer à ses espoirs parce qu'elle se dit que ça ne sert à rien et qu'en vérité elle n'est pas la bienvenue ici, autant abandonner avant même d'avoir commencé. Or, elle a besoin de construire un discours d'espoir, un discours de confiance en elle-même et un discours structuré où on lui montre à l'échelle collective, pas seulement de sa famille, de son entourage, mais tous ensemble, qu'on est capable de lutter pour que son avenir soit un avenir constructif, soit un avenir positif, et que l'islamophobie d'aujourd'hui, elle n'est pas condamnée à être ici pour toujours. Et j'espère que dans 5 ans, on aura fermé le CCIF et que je serai en train de faire autre chose de ma vie. Donc il faut pas avoir cette idée de durer dans cette injustice, mais de se dire voilà, si notre objectif en 2020 c'est d'en avoir fini avec ces lois-là et ce truc-là, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour développer un plan qui va permettre de manière certaine, Inch'Allah, de s'en débarrasser. Le deuxième point, c'est la question de l'identité et de la contribution. D'accord ? La question de l'identité, il y a l'idée d'identité complexe. C'est pas de la schizophrénie de dire que notre identité, chacun au niveau individuel, elle est le fruit de tellement d'expériences, de tellement d'influences, que c'est pas antinomique de dire que, par exemple dans mon cas, pour vous, je suis français de nationalité, égyptien d'héritage, indien dans ma gastronomie, américain dans mon choix des paires de chaussures, peu importe. En tout cas, il y a tellement d'influences qui concourent à qui je suis aujourd'hui que je serais pas capable de dire que celle-ci, elle s'exerce aux dépens de l'autre. Et c'est l'identité, il ne faut surtout pas la mélanger dans notre lutte contre l'islamophobie, sinon on va tomber dans le travers qui consiste à dire que l'islamophobie elle est conditionnée par le comportement des musulmans. D'accord ? Et c'est très présent dans le discours islamophobe de dire s'il y a de l'islamophobie aujourd'hui, c'est aussi parce que dans le comportement des musulmans, il y a un certain nombre de choses qui sont problématiques et qu'il faut pointer du doigt et qu'il faut dénoncer, et ainsi de suite. Jamais dans le racisme, il faut chercher les causes dans le comportement de la victime, mais plutôt dans les représentations que s'en fait l'agresseur. Parce que c'est beaucoup plus explicatif. Elle n'a rien fait pour mériter ça, cette fille qui portait le hijab, quand on lui a arraché dans les RER. Mais par contre, l'agresseur, lui, il a identifié ce foulard comme quelque chose de problématique et il a décidé de passer à l'action et de lui arracher. Enfin, la question de la contribution, elle est centrale pour moi. C'est-à-dire que on met de côté juste la lutte contre l'islamophobie pour parler de ce que les musulmans ont à apporter dans le contexte français. J'ai envie de dire que heureusement, les musulmans n'ont pas attendu 2012 pour contribuer positivement à la société française. On est tous des contributions positives à la société française. On paye tous nos impôts, on fait tous notre travail correctement, on est médecins, architectes, professeurs, ingénieurs, on fait tous une contribution littéralement positive à ce pays. Maintenant, là où il y a un chaînon manquant, c'est dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même du référentiel musulman, islamique, en termes de valeurs, il y a un certain nombre de choses à côté desquelles on passe. La contribution sur le thème de l'environnement est assez absente à mon sens. La contribution sur le thème de l'économie et de la justice sociale est absente à mon sens. Et on a eu des mirages de finances islamiques à droite et à gauche, mais rarement j'ai entendu un discours qui réintégrerait dans ce référentiel-là la question de la justice sociale.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de plan social et qu'on dit, qu'on annonce qu'on va virer des gens, moi j'aimerais aussi, au nom du partage et de l'égalité des richesses, réinterpréter ça au sein d'un référentiel musulman. On n'a pas attendu 2012 pour comprendre ce que c'est la justice sociale en islam. Et que depuis le temps de l'avènement de l'islam, tout le temps, dans l'héritage musulman, les responsables et les intellectuels ont été capables de proposer, dans leur contexte local et temporel, des solutions pour plus de justice, plus d'égalité, plus de répartition des richesses, plus de respect vis-à-vis de l'environnement, un meilleur accès aux connaissances, et ainsi de suite. Donc, mis à part la contribution positive que l'on fait déjà, il y a aussi un effort intellectuel, culturel, idéologique à construire et à fournir pour qu'on ne soit plus juste des contributions, mais des inspirateurs de choses positives dans la société française. Voilà. Bonjour. Moi, j'aimerais d'abord vous féliciter pour votre intervention que j'ai trouvée très perspicace. J'ai en fait une question par rapport à notre part de responsabilité dans le déclenchement de l'agressivité par rapport à l'islamophobie. En fait, ne pensez-vous pas que cette agressivité soit promue par notre attitude victimaire et le fait que la majorité des musulmans sont en train de boycotter l'exercice de leur citoyenneté? En fait, je pense qu'il y a une part de notre responsabilité, de notre effacement identitaire, ce qui leur donne, en fait, les islamophobes une certaine légitimité dans notre relation. Je vous remercie. La posture, c'est la posture de la dignité, de celui qui ne se laisse pas faire, mais qui n'est pas fâché, qui n'est pas véhément. C'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps à se fâcher, à réagir de manière très émotive, de manière très émotionnelle, et ça nous a desservi plus qu'autre chose. Cette réaction-là, elle est naturelle et elle est sincère. C'est-à-dire que quand on voit une injustice et quand on se fait maltraiter, c'est normal qu'on se fâche et qu'on ait envie de hausser le ton. Simplement aujourd'hui, c'est pas opérant, ça ne fait pas changer les mentalités et ça ne fait pas changer l'attitude de l'autre face à nous. Ce qui est important, et vous l'avez pointé dans votre question, et Nabil tout à l'heure l'a pointé aussi, c'est d'avoir une attitude qui est consciente, déterminée, responsable, digne. L'exemple de dire, voilà, je ne vais pas accepter cette injustice, et non, je ne me laisserai pas faire sauter des voitures, je ne vais pas attaquer Marine Le Pen à la sortie d'un meeting, je ne vais pas brûler un code pénal devant le tribunal, d'accord? Mais c'est pas pour ça que je me laisserai faire et j'utiliserai tous les moyens qui sont à ma disposition pour faire valoir mes droits. Ce discours-là est un discours de conscience, de dignité, de responsabilité et je pense que sur le long terme, c'est ça qui va faire changer les choses. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais dire, j'ai assisté à beaucoup de réunions. Elles se ressemblent plus ou moins. Mais quand on observe et quand on ne va pas rester, je pense, à piétiner comme ça, à longueur de temps, d'années et de décennies. Donc je pense que s'il y a des prises de conscience, pour pouvoir exister, je pense qu'il faut exister politiquement. Donc je pense qu'on est, si on regarde d'un point de vue numérique, je pense qu'on est très très nombreux. Alors moi ce que j'aimerais, parce que bon évidemment je réfléchis avec les uns et les autres et tout ça, donc finalement on a de quoi pouvoir, on va dire sans faire de stigmatisation ou quoi que ce soit, de créer un parti politique. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y ait cette prise de conscience. Il y a des gens qui sont responsables, mais je pense qu'il faut vraiment... retrousser les manches et de se dire on se prend en charge, on ne reste pas à la solde de quiconque. C'était pas une question, donc j'entends votre opinion. Donc... D'accord, alors moi, mon opinion, si tant est qu'elle vaille quoi que ce soit, c'est que on a des expériences de regroupement politique musulman, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas concluant. D'abord pour une question de division, puis une question de mobilisation, et puis la question c'est est-ce que c'est opérant? C'est-à-dire,
toutes les problématiques qu'on a discutées aujourd'hui, même celles de l'islamophobie, elles sont toutes sauf communautaires et il faut arriver à les faire partager avec nos voisins, nos amis et d'autres personnes. Donc pour moi, si je vois l'objectif, mais cette contribution elle sera beaucoup plus efficace en tant que contribution citoyenne, responsable, pas forcément organisée en tant que parti, mais en tant que puissance d'influence et capacité à produire de l'idée, qu'en lançant un énième appel à fonder un parti musulman qui sera à la mesure de la mobilisation classique qu'on obtient quand on lance une pétition. C'est mal exprimé, mais quand je dis fonder un parti de tous ceux qui sont de l'essai, il n'y a pas forcément, j'allais dire, le vocable musulman. D'accord. C'était pas du tout dans mon esprit, ça. D'accord. Mais cette phrase, le parti de tous ceux qui sont délaissés, c'est la rhétorique de n'importe quel parti, je dirais progressiste de gauche. Le PS revendique la même phrase. Le parti des indigènes revendique la même phrase. Le Front de gauche aussi. Donc la question c'est, si on est 500 aujourd'hui, et qu'on a telle et telle compétence, et qu'on identifie telle et telle injustice, où est le levier le plus décisif pour provoquer du changement? C'est vraiment important de comprendre que la société civile, les associations, pour moi, ont un rôle vraiment fondamental à jouer, dans le sens où c'est pas parce qu'elles ne sont pas un parti qu'elles ne font pas des choses politiques et qu'elles ne sont pas des acteurs du changement politique. Et ce rapport de force, parfois avec les personnalités politiques, il est beaucoup plus facile à convoquer d'un point de vue associatif qu'en étant 500, 1000, 1500, qui équivaut à 0,00005% d'un champ électoral. Donc j'entends votre point de vue. Je dois avouer que l'expérience de terrain m'amène à être sceptique sur la question. Je voudrais revenir sur le discours islamophobe. Donc, même si les paroles et les actes des organisations et des personnes dites de gauche, comme Valls et consorts, sont réels, il n'y a jamais eu autant de discours islamophobes assumés que depuis que Sarkozy est au pouvoir. Débat islam et laïcité, débat islam et identité nationale, et ben je crois quand même civilisation supérieure, civilisation inférieure. Je pense quand même qu'il est temps de se débarrasser de ce personnage, d'autant plus que nous en avons les moyens, on en a la possibilité. Bonjour à tous. En fait, moi, ma question, ce serait plutôt concrètement, en fait, sur le terrain. Moi, je suis mère au foyer, j'ai un petit peu de temps, et je voulais savoir qu'est-ce que j'aurais pu apporter à ma communauté pour ensuite pouvoir fédérer. Et, concrètement, franchement, je pense qu'on est issu d'une société, je suis issue d'une génération où comment dire, en fait, c'est mon ignorance fait qu'en fait, je ne peux pas apporter quelque chose de concret. Alors que je demande que ça, c'est d'avoir les clés en fait pour pouvoir qu'on puisse en fait créer une dynamique et d'avancer tous ensemble. D'accord. Alors ton sentiment, personnellement, je le comprends puisque c'est pas mon travail, moi, l'islamophobie. Mon travail, c'est les mathématiques. Sauf que étant papa, ayant des enfants, ne prévoyant pas dans l'immédiat de quitter définitivement la France, je me dis que c'est notre responsabilité à tous de faire en sorte que la situation elle change. Donc j'ai bien dû apprendre au fur et à mesure à comprendre un discours politique, à analyser les statistiques de l'islamophobie, à prendre des notes et à m'exprimer sur une estrade. Parce que j'ai pas envie que demain ma fille soit dans les prochaines statistiques islamophobes. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, chacun à notre niveau individuel. Le premier, c'est de se décider à l'action, d'une manière ou d'une autre, et de faire quelque chose, une contribution positive. C'est-à-dire, il faut absolument accepter la situation paradoxale où, d'un côté, on se plaint d'une situation, de l'autre, on ne fait rien pour la changer. Et quand quelqu'un essaie de faire quelque chose pour la changer, la seule chose qu'on a dans la bouche, c'est une critique. D'accord ? Donc ça, moi j'accepte les gens qui disent il ne faut pas voter, il ne faut pas s'engager dans cette association, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais juste tu te tais. Donc, tu arrêtes de te plaindre d'une situation sans faire quelque chose pour la changer. D'accord ? Ensuite, quant aux moyens
de l'action, j'ai envie de dire en fonction de tes compétences, en fonction de tes études, du temps que tu as à disposition, il y a plein de choses que tu peux faire. Il y a un certain nombre d'assos de terrain, Maman Toutes Égales, c'est une coordination d'assos, Collectif contre l'islamophobie, l'assos que je représente, on essaie de faire énormément de travail sur ce terrain, avec des bouts de ficelle et des gens qui travaillent la nuit après leur boulot pour essayer de faire avancer les choses. Donc à la question est-ce qu'on a besoin de volontaires, la réponse est oui. Est-ce qu'on a besoin d'adhérents, la réponse c'est oui. Donc, et les adhérents du CCIF, ils font chacun un truc en particulier. Il y en a un, il n'a pas le temps, mais il a un peu de sous, donc il contribue économiquement quand il peut le faire. L'autre, il sait super bien écrire, mais il n'est pas en France. Donc il écrit des articles et il fait des analyses quand il y en a besoin. L'autre, il a ses dimanches de libre, mais il n'aime pas du tout prendre la parole. Ben, c'est lui qui s'occupe de la logistique et de faire en sorte que les bons d'adhésion ou bien les prospectus d'information soient au bon endroit au bon moment. Donc, quelle que soit notre compétence, quel que soit notre intérêt personnel, la première chose déjà, c'est de décider de se bouger et ensuite de voir, voilà, par exemple, si toi tu as envie de venir filer un coup de main, tu dis voilà, je m'appelle comme ça, j'ai fait des études dans ce champ-là, je suis prêt à donner 2 heures par semaine pour faire cette tâche et cette tâche-là, mais pas cette tâche. Et si on a quelque chose à faire, on te le demandera. De manière générale, le geste d'adhésion aux associations qui luttent contre l'islamophobie, il est essentiel, pas seulement pour une problématique de financement, parce que vous imaginez bien que c'est pas la République française qui va financer les salariés du CCIF, mais aussi pour une question de représentativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vais parler dans une conférence ou dans une réunion au Sénat avec le gouvernement ou peu importe, c'est important de dire voilà, il y a des centaines de musulmans, il y a des centaines de citoyens, musulmans ou non, qui soutiennent cette cause et qui participent au CCIF. Donc, adhésion, engagement par le temps, soutien et information du public. Je dis juste 2 points. Tout à l'heure, monsieur disait qu'est-ce que les hommes peuvent faire pour lutter contre l'islamophobie. Quand je disais tout à l'heure que la plupart des victimes sont des femmes, c'est aussi parce que l'agresseur islamophobe est dans une situation de lâcheté. Donc il y a un moment donné, sans aller au service d'ordre physique et ainsi de suite, il faut faire en sorte que ces femmes-là, elles soient protégées et qu'elles se sentent soutenues dans leur entourage familial, dans leur entourage amical. On a plein de victimes, par exemple, qui disent j'ai été victime d'islamophobie, mais quand je suis rentré à la maison, mes parents ils m'ont grondé. Mon mari m'a dit d'enlever mon hijab. Il ne m'a pas soutenu. Mon frère, il m'a dit que c'est à cause de toi qu'on a la honte parce qu'on se fait discriminer parce que tu portes un hijab. Et c'est pour ça que aussi, ces femmes-là, on ne réalise pas souvent qu'avant même de se battre contre l'islamophobie ambiante, elles ont dû combattre à l'intérieur de leur famille, de leur couple, de leur fratrie pour avoir le droit de le porter et de se déterminer. Et à propos de la déconstruction du discours et d'être armé dans la discussion pour essayer d'analyser le phénomène et de pouvoir contre-argumenter là-dessus, il y a un livre qui est celui de Pierre Thévagnan qui s'est exprimé tout à l'heure, qui s'appelle Dévoilement et qui est à l'entrée. Et moi, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps, mais je dois avouer qu'il m'a coupé l'envie d'écrire quoi que ce soit parce que c'est le meilleur argumentaire à ce jour pour analyser les discriminations à l'encontre des femmes, à la fois pour la loi de 2004 et celle de 2010. Donc si vous vous sentez démuni pour argumenter sur le champ juridique,